L'actualité, c'est une nouvelle semaine cruciale pour l'Espagne après la déclaration d'indépendance vendredi soir et la mise sous tutelle de la région illico presto par Madrid. Les unionistes se sont manifestés en masse ce week-end. L'annonce des élections régionales anticipées qui se tiendront donc le 21 décembre. Mais tous les acteurs au pied du mur, Mariano Rajoy a-t-il trouvé la martingale ? C'est sans doute sa plus courte journée de travail. 2 heures au bureau, tout juste le temps de faire ses adieux à ses collaborateurs. Comme 150 confrères, ce haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur catalan a été démis de ses fonctions par le gouvernement espagnol. Pourtant, à l'entendre, pas de quoi l'affecter. On me demande si j'ai l'impression d'avoir été congédié, et je réponds que non. Car seul le gouvernement de Catalogne peut me virer. C'est ce que je pense. Sauf que le gouvernement de Catalogne lui-même a été destitué. Le président de la région, Carles Puigdemont, risque même des poursuites judiciaires pour rébellion. Des sanctions qui font suite à la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne. C'était vendredi, moins d'un mois après le référendum, le Parlement catalan décrète la sécession. La résolution de déclaration des représentants du Parlement a été approuvée avec 72 votes pour. Il y a eu 10 votes contre et 2 votes blancs. Un affront pour Madrid, qui entend reprendre en main la région catalane. Des renforts de police étaient stationnés devant le siège du gouvernement catalan ce matin. Avec les limogeages, Mariano Rajoy semble vouloir affirmer sa fermeté. Et dans le même temps, le Premier ministre a rebattu les cartes en convoquant des élections pour renouveler le Parlement catalan le 21 décembre. Montée des violences ou apaisement? Que peut-il se passer d'ici là? Ce vote suffira-t-il à mettre fin aux tensions? On va voir ce que vous en pensez tous les trois. Ignasi Fortuny, bonsoir. Vous êtes avocat, membre de l'association catalane ANC en France, représentant donc de cette association. Selon vous, ces élections sont un retour à la case départ, même en cas de victoire des indépendantistes. Le gouvernement espagnol, vous en êtes sûr, fera en sorte que l'indépendance ne soit pas possible. Vous considérez que la Catalogne et l'Espagne entreraient alors dans une période d'instabilité qui pourrait durer des années. À côté de vous, Juan Branco, bonsoir. Vous êtes docteur en droit international. Selon vous, Juan Branco, ces élections représentent la seule solution envisageable aujourd'hui, mais elles ne résoudront rien si les partis indépendantistes les boycottent ou si le résultat des urnes n'était pas clair. Et Zoraïda Carandel, bonsoir. Vous êtes professeur à Paris 10, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Selon vous, en convoquant des élections anticipées, le gouvernement de Mariano Rajoy montre qu'il n'a pas l'intention de mettre la main sur la Catalogne, mais de redonner seulement la parole aux Catalans dans leur ensemble, indépendantistes comme unionistes. Nadia, on terminera ce tour de table avec une question d'un de nos spectateurs internautes. Oui, une question posée par un téléspectateur qui veut savoir pourquoi des élections régionales et pas un référendum qui poserait les questions oui ou non à l'indépendance. Zoraïda Carandel, si effectivement la question de l'indépendance est cruciale, pourquoi Madrid n'organise pas tout simplement de référendum plutôt que de convoquer ces élections? Est-ce que ça n'est pas plus vite? Cela a été longtemps débattu, vous le pensez bien, hein, et la question déjà de l'organisation du référendum potentiel en Catalogne a causé un clivage entre les partis politiques déjà depuis longtemps. Il faut dire que selon le gouvernement de Madrid, un référendum devrait se faire à l'échelle nationale. Et c'est-à-dire que les Andalous, les Murciens, les Majorcains ont que les Catalans. leur mot à dire, d'autant plus que vous avez énormément de Catalans qui vivent dans d'autres régions de l'Espagne, beaucoup de personnes originaires d'autres régions de l'Espagne qui vivent en Catalogne. Donc, dans le cadre de l'État des deux autonomies, tout le monde devrait être consulté. Alors, Éric Scholl, un chiffre qui correspond à la période qui s'ouvre devant nous jusqu'aux élections. 53 jours, c'est effectivement le nombre de jours qui restent avant le 21 décembre, le jour donc des élections régionales. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Mariano Rajoy. Ça est peu de temps, c'est moins de 2 mois pour s'organiser. On a quand même l'impression, Ignasi Fortuny, que le Premier ministre espagnol a tendu un piège aux indépendantistes. Vous êtes d'accord? Je n'en suis pas tellement sûr. Je pense qu'effectivement, jusqu'à la semaine dernière, il était question donc que c'était les propos du gouvernement espagnol que les élections auraient lieu fin janvier, voire plus tard. Or, on a eu effectivement cette surprise. Je pense que cette surprise a une double lecture. Oui, allez-y. Il y a une première lecture, c'est que effectivement
c'est de mettre la pression sur les indépendantistes parce que les candidatures doivent être déposées au plus tard le 7 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, dans une semaine. Ouais. Et donc, il faut ceci les oblige à réagir, s'organiser, à réagir. Soit y aller ou ne pas y aller. Ou pas y aller, etc. Et puis, s'ils y vont, décider s'ils y vont séparément ou ensemble. Parce qu'on sait qu'ils sont un peu divisés. La deuxième lecture, le deuxième point, c'est que l'application du 155, qui est, à mon avis, est totalement illégale. C'est la mise sous tutelle par Madrid de Catalogne. Les mesures qui ont été prises et la procédure qui a été suivie est totalement anticonstitutionnelle. On peut rentrer dans on va rentrer parce qu'on a un docteur en droit à côté de vous. Juridique de ces propos. Donc, indépendamment de ça, je pense que l'exécution de cet article 157 tel qu'il est prévu par le gouvernement espagnol risque de poser d'énormes problèmes d'application. D'accord. Alors, attendez, Juan Branco. Il y a une procédure qui a été suivie, qui a été respectée, qui est la procédure prévue par la Constitution, contrairement justement à celle qui n'a été pas suivie par les indépendantistes. C'est la première fois qu'elle est appliquée. Hein. Oui, bien sûr. Et surtout, il y a un enjeu qui est très important, qui est d'un côté, on a les personnes qui respectent l'état de droit, qui sont les chefs de la police, notamment des Mossos, qui ont accepté immédiatement leur démission et ont demandé à la force de police, police catalane. la police catalane, et qui ont demandé aux forces de police de respecter leur nouveau chef et d'accepter la décision. Et on a quelques fuyards qui ont décidé de partir en Belgique pour profiter vraiment dans un sens qui est assez... C'est très pernicieux, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'indépendantisme qui existe dans une partie de la Belgique, on va s'appuyer sur les partis indépendantistes flamands pour essayer de s'appuyer sur cette division potentielle et de la nourrir, en prétendant maintenant aller demander asile. Asile en Belgique contre l'État espagnol. On va demander asile en Belgique maintenant. Ça, vous parlez de qui? Vous parlez de Puigdemont? De Puigdemont et de 4 autres de ces... Alors, au-delà du cas de Puigdemont, est-ce que vous pensez que les indépendantistes peuvent perdre le 21 décembre les élections? Ça, c'est une grande question qui va beaucoup dépendre en fait de l'évolution dans les mois, dans les semaines qui suivent. La question, c'est pas tant de faire pronostic, mais de voir comment en fait il y a une instrumentalisation de sujets qui sont très très graves. La notion d'asile, c'est quand même une notion très très importante dans l'état de droit et dans les valeurs que l'on défend. De façon générale, le fait de prétendre que l'on fuirait un espace dictatorial, on serait maintenant, tout d'un coup, on aurait transformé l'Espagne Ils ne sont pas menacés aujourd'hui Ils sont éventuellement maintenant, du fait qu'ils ont refusé de répondre à une convocation de la part du procureur espagnol, d'être mis en détention provisoire. La lecture de Zoraïda Carandel. Alors, on a quelques éléments d'information sur ce que pourraient donner les élections. Oui. C'est-à-dire qu'il semblerait que les c'est des sondages, des sondages, dont le dernier a été mené par Metroscopia et paru samedi soir, il semblerait que les soutiens des indépendantistes baissent, et baissent en particulier ceux aux indépendantistes. Baissent, et en particulier pour le parti de Puigdemont, ce qui est compréhensible parce que ce parti est divisé. Une grande partie des conseillers qui venaient du PDCAT ont quitté le gouvernement, notamment Santi-Vila, à la veille de la proclamation de la session où a été proclamée la République démocratique catalane au Sénat par 72 voix. Donc voilà, il y a de fortes divisions qui risquent d'avoir des conséquences. Et ce sujet, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on déclare l'indépendance et derrière on fuit du pays immédiatement parce qu'on n'est pas capable de... À l'inverse, imaginons que les indépendantistes gagnent les élections comme ils les ont gagnées en 2015. Est-ce que dans ce cas-là, il faudrait immédiatement l'indépendance? Qu'est-ce que ça signifierait si, en cas de victoire des indépendantistes? Alors, moi, je ne sais pas, parce que vous pouvez comprendre qu'à l'heure actuelle, les indépendantistes sembleraient qu'ils s'orientent vers la participation. Oui, ils viennent de l'annoncer. Oui, c'est ce qui a été annoncé. Ce qui aurait été annoncé. Sous quelle forme, avec quel programme, nous n'en savons encore rien. Bon. Mais il est évident que, quel que soit, s'ils y participent, bien entendu, ça ne serait pas pour s'arrêter là. Ça sera pour continuer, sous une forme ou sous une autre, ce combat. Et s'il y a une majorité des indépendantistes au nouveau Parlement de Catalogne, bien entendu, ceci aura des conséquences. Mais donc, ils votent la fin du rattachement à l'Espagne. En même temps, ils participent à une élection. Ça n'a aucun sens. Écoutez, alors, attendez. Avant votre réponse, juste évoquons quand même le cas d'une autre région
d'Espagne qui a réclamé violemment son indépendance. Oui, Où c'est en le Pays sommes-nous Basque avec espagnol. le Pays Basque espagnol? Parce qu'on Oui. l'a un peu oublié, mais pendant longtemps, le bastion indépendantiste en Espagne, c'était pas la Catalogne, c'était le Pays Basque, avec un conflit sanglant débuté en 59, en plein régime franquiste. C'est un demi-siècle de terrorisme, de bombes, des centaines de morts, des assassinats, qui n'a connu son épilogue qu'en 2011, donc assez récemment, finalement, quand l'ETA, l'organisation séparatiste, renonce à la lutte armée, et c'est l'action politique qui a pris le relais avec plutôt de l'efficacité, avec succès, puisqu'aujourd'hui, on a un nationaliste modéré qui dirige le gouvernement basque. Je vais écorcher son nom, il s'appelle Inigo Urkullu. Et surtout, le Pays basque espagnol jouit d'une très très grande autonomie. En fait, ils ont ce dont rêvent les Catalans. Ils ont une quasi-souveraineté sur la fiscalité. Ils collectent l'impôt, ils le gèrent. Ils gèrent également le système de santé, la police, l'école. Ils ont obtenu énormément de compétences sans passer par la case référendum et finalement dans un climat de paix. Et depuis quelques semaines, on voit bien que l'éventualité d'une contagion catalane, ça commence un peu à préoccuper puisque le dirigeant basque, il a soutenu la tenue du référendum en octobre dernier. Il a fermement condamné les violences policières, ces images qu'on a tous vues. Et il a appelé il y a quelques jours Madrid à reconnaître les nations catalanes et basque. Zoraïda Carandal, est-ce que cette fièvre indépendantiste, elle peut revenir au Pays basque et même influencer d'une manière ou d'une autre ce qui se passe en Catalogne aujourd'hui? C'était il n'y a pas si longtemps. Alors, pour revenir à ce que vous venez d'expliquer sur le Pays basque, la coopération du Parti nationaliste basque, puisque c'est de lui dont il s'agit, a été directement liée à son lien ou non avec le gouvernement au pouvoir. En l'occurrence, le Parti nationaliste basque soutient Mariano Rajoy. Mariano Rajoy a besoin du Parti nationaliste basque, par exemple, pour faire approuver le budget. Et Urkullu s'est proposé comme médiateur jeudi, donc une médiation qui n'a pas abouti, mais qui n'est sans doute pas terminée. Peut-être qu'il aura un rôle à jouer dans les mois qui viennent. Et est-ce qu'il y a un effet de contagion? Je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt que la situation du Pays basque est la preuve que les différentes revendications nationalistes qui peuvent exister en Catalogne et qui d'ailleurs ont toujours existé. Il y a toujours eu un nationalisme catalan, une très grande richesse culturelle et à tout point de vue de la Catalogne. Elles peuvent exister dans un État qui est celui de l'Espagne de la Constitution de 78, qui reconnaît dans son préambule, dans le deuxième article de son préambule, l'existence d'un État plurinational. Alors, Ignasi Fortuny, pourquoi les Catalans ne récusent l'hispanité Moi, je voudrais quand même préciser deux choses. Par exemple, pas la manifestation unioniste qui a eu lieu dimanche dernier, hier, mais l'antérieur. Il y avait malgré tout une pancarte qui était fréquente dans la manifestation qui disait « Les bulletins de vote sont plus dangereux que les bombes ». Et pour revenir à la question basque, si les Basques ont obtenu beaucoup de choses parce qu'il y avait le TA basque, malheureusement, c'est ça. Vous pensez que c'est la violence qui C'est la violence qui a permis au gouvernement basque à ce moment-là, au moment de la négociation, d'obtenir certaines compétences que la Catalogne n'a pas. Vous dites que ça pourrait être l'étape d'après pour les Catalans? Non, c'est ça que vous êtes en train de dire? Justement, ce que je voudrais préciser, non, mais c'est quand même grave qu'on puisse en arriver à de pareilles conclusions. Mais c'est vous qui toutefois, vous êtes dans un chantage ignoble. Toutefois, je voudrais préciser que en aucun cas, la violence en Catalogne viendra du mouvement indépendantiste. L'opposition pacifique. Puigdemont a dit qu'il faudra une opposition pacifique. Toujours, quelles que soient les tendances, parce que c'est depuis l'extrême gauche jusqu'au centre droit, tout le monde est d'accord sur le pacifisme. Mais Juan Pablo, alors, par exemple, on sait que le parquet espagnol réclame des poursuites pour rébellion. Est-ce qu'on peut même imaginer que Puigdemont soit mis en prison ? Puigdemont va probablement recevoir un ordre de détention pour ne pas s'être présenté à la convocation du procureur qui avait eu lieu aujourd'hui. Donc il est parti en Belgique tenter de trouver appui chez les nationalistes flamands. Il a tenté d'échapper à sa position. Encore une fois, il y a une déclaration d'indépendance qui intervient. Normalement, quand vous déclarez votre indépendance, vous avez les moyens de votre indépendance. Donc à partir de là, vous êtes capable de créer votre ordre juridique, policier, etc., qui va vous protéger d'un ordre que vous considérez ne plus être le vôtre, en l'occurrence l'espagnol. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un échec indépendantiste qu'il faut assumer dans un premier temps. C'est qu'en gros, il y a une tentative de posture, de provocation, qui visait à avoir en retour l'article 155 et à partir de là, une confusion politique qui servirait à leur cause. Mais tout ça, c'est de l'instrumentalisation qui, pour moi, est assez triste. C'est-à-dire qu'on fait de la politique politicienne sur des sujets qui ne méritent pas ça. Vous voulez dire que la mise sous tutelle, elle peut s'exercer pratiquement ?
Mais elle s'exerce de fait, évidemment. Il n'y a eu aucune difficulté, ne serait-ce dans la police, et encore aujourd'hui. Évidemment, il y aura peut-être des contestations, mais pour l'instant, évidemment, l'ordre constitutionnel s'impose. Mais encore une fois, ne cherchez pas, n'appelez pas, ça n'a aucun sens. Soit vous êtes dans la posture civique et vous voulez en effet qu'il y ait des élections, etc. Soit vous voulez qu'il y ait des désordres et éventuellement de la violence. Personne n'a jamais dit ça. Ça, c'est vous qui voulez le désordre. Alors, on va revenir précisément à cette fameuse mise sous tutelle avec la numéro 2 du gouvernement espagnol, du gouvernement de Mariano Rajoy, qui est devenue numéro 1 par intérim de la Catalogne. Elle s'appelle Madame Soraya Sáenz de Santa Maria et elle s'est fait refiler la patata brûlante d'une certaine façon par Rajoy. Est-ce une mission impossible? Son portrait par Thibault Nolte, qui n'est pas loin de le penser. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la situation catalane est explosive, la numéro 2 du gouvernement espagnol joue son avenir. Alors, faut-il désamorcer Soraya Sáenz de Santa Maria? Soraya Sáenz de Santa Maria est vice-présidente du gouvernement espagnol depuis 6 ans et depuis la destitution de Carles Puigdemont samedi, elle assure le job de présidente de la Généralité de Catalogne. Mais la fusée de la droite espagnole entre en atmosphère instable. Madrid, on a un problème. Veuillez répéter. On a un problème. Soraya est une gamine de la classe moyenne de Valladolid, sans controverse. Une gentille provinciale montée à la ville pour faire son droit. À 27 ans, elle est procureure et s'est taillée une réputation de bûcheuse insatiable au point de s'accorder 11 jours de congé maternité. Oui, j'ai eu un peu honte d'abandonner mon poste aussi longtemps comme ça, mais je fais le serment de ne plus jamais m'occuper de ma fille. De votre fils? Oui, de mon fils, Ramon Ivan. Mon fils Ivan. Soraya entre en politique en 2000 comme juriste de Rajoy, à l'époque vice-président. Le vieux briscard morose fait de son indéfectible protégé une dauphine populaire, rompue aux dossiers les plus crottés, panique au virus Ebola en 2014 ou crash de la Germanwings en 2015. SSDS, son surnom, dite la killeuse, un autre surnom, boss, négocie, influence. Elle a son propre courant à droite, les Sorayos. USA Today la classe parmi les 5 européennes les plus influentes et la corruption qui poisse son parti ne l'atteint pas. À Barcelone, Soraya la Mitrone est seule au fourneau. Il lui reste à percer le secret de la crème catalane. Ignacy Fortuny, elle doit gérer la région depuis Madrid et elle est extrêmement impopulaire. Et pour les unionistes et pour les Catalans, cette Soraya Sáenz. Presque tout le monde, sauf même pour Juan Branco. Probablement pour le Parti populaire et Ciudadanos, peut-être pas, mais pour tout le reste de la population, elle l'est. C'est une personne très impopulaire, ce qui laisse à penser que qui témoigne de quoi? Une certaine provocation de la part de Rajoy, qui est spécialiste dans la provocation. Mais je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que le procureur général de l'État qui a déposé une plainte, l'équivalent en français de la plainte avec constitution de partie civile, est basé sur un article qui n'est pas d'application et c'est le rédacteur, le député socialiste López Garrido, qui est le rédacteur de cet article, qui dit que cet article ne peut pas s'appliquer, puisque cet article, il y a quand même vous revenez en arrière, là. C'est l'un des éléments, éléments qu'il invoque, cet article, c'est celui de l'utilisation de la violence. Or, que je sache, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de violence. Du côté des Catalans. Très bien. Des Catalans. On voulait quand même vous soumettre 2-3 questions à propos de l'économie et des perspectives économiques de la Catalogne en cas de sécession ou en cas, en tout cas, de non-résolution de la crise. Éric, vous voulez nous faire écouter quelqu'un? Oui, Gonzalo Cortázar, c'est le patron, le PDG de la CaixaBank, qui est le fleuron financier de la Catalogne et qui a transféré son siège à Valence. Alors, on le regarde. En ce qui concerne la décision de déménager le siège de la CaixaBank, nous n'avons pas dit que c'était temporaire. Nous n'avons jamais dit ça. La décision de déménager est une décision purement technique que la CaixaBank devait prendre en tenant compte de la protection des intérêts de ses clients et de ses actionnaires. Juan Branco, est-ce que vous craignez des nouveaux déménagements et cette fois-ci pas seulement de sièges sociaux, mais aussi d'emplois? Là, il y a un grand optimisme qui est revenu dans les bourses parce que, visiblement, les indépendantistes ont accepté de participer. Donc, il y a une sorte de confusion très forte. Mais bon, maintenant, ils décident, on ne comprend pas trop pourquoi, de participer aux élections. Et donc, à partir de là, on se dit qu'une solution va intervenir après, justement, cette élection et que dès lors,
s'est stabilisé. Mais évidemment que si la Catalogne sort de l'Union européenne, et je pense que finalement, ce n'est envisagé par personne, cette indépendance factuellement, parce qu'on sait très bien qu'immédiatement, il y aura des postes de douane, tout simplement, autour de la Catalogne, qui vont empêcher les marchandises. Aujourd'hui, on est quand même rentré dans une grande période Oui, d'incertitude. dans une grande agitation politique qui sert un certain nombre de politiciens, qui s'instrumentalisent une cause qui pourrait être légitime, mais qui, en l'occurrence, est très mal servie et qui crée une déflagration qui pourrait embraser tout un continent. On joue sur des choses qui sont très très graves et on joue avec. Zoraïda Carandel. Permettez-moi de revenir un instant en arrière Oui. et d'avoir un regard un peu critique sur le reportage qui a été fait sur Soraya Sáenz de C'est une satire. qui est une satire, mais il se trouve qu'il s'agit d'une femme et je pense que cette satire n'aurait pas été employée pour le numéro 2 du gouvernement. Alors détrompez-vous, tous les jours, les hommes en prennent autant que les femmes Très pour bien. leur grade. Très bien, mais en l'occurrence, il se trouve que Rajoy Chez nous, a pris chez Arte. une décision technique, c'est-à-dire de donner à chacun de ses ministres le rôle du conseiller équivalent à la généralité. En l'occurrence, Soraya Sáenz de Santamaría a hérité de la vice-présidence et de la présidence qu'il n'a pas voulu assumer lui-même. Et que par ailleurs, en termes de violence, il y a eu pas plus tard qu'aujourd'hui une mairie à San Sadurní qui s'est prononcée à la demande de la Coupe sur le fait de déclarer persona non grata une personne de son village qui se trouve être la ministre de la Santé. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une forme de violence aussi par une manifestation de haine envers des personnes simplement parce qu'elles se trouvent être au pouvoir ou venir d'un parti politique qui n'est pas favorable à la sécession? Inès Fortuny, est-ce que vous êtes déçu de l'attitude de l'Union européenne depuis le début de cette crise vis-à-vis de la Catalogne? Je suis déçu sans l'être, parce que bon, la diplomatie, c'est ce qu'elle est. On ne s'attendait pas au stade actuel du processus à autre chose. Enfin, vous cherchez le soutien. Vous n'attendiez pas une reconnaissance? Non. Écoutez, la Slovénie a mis 6 mois, les Pays-Baltes ont mis jusqu'à 2 ans avant d'être reconnus. Vous savez, ces processus, les États ne reconnaissent de nouvelles indépendances que lorsque la situation se stabilise et que l'on est sûr que ce pays nouvellement indépendant consolide son indépendance. Merci en tous les cas. Et on se quitte avec un peu de rumba catalane. Ça existe, de la rumba kung fu. C'est un clin d'œil à notre débat et ça s'appelle, je ne sais plus comment, Tchuss, je t'éternue, pardon.